Porteur du message des salutations du président Abdel Fattah al-Sisi, l'ambassadeur Echam El Mekwad de la République arabe d'Égypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois. L'objectif principal, c'était de transmettre les salutations de le président al-Sisi et il y avait une invitation pour Monsieur le Président de visiter l'Égypte dans les mois à venir. Il reste à voir juste à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite, mais sans aucun doute, c'est un pays frère, donc et il y a une relation fraternelle entre nos deux présidents. L'Égypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo, a laissé entendre l'émissaire du président al-Sisi à la question sécuritaire à l'est du pays. Attendu dans le tout prochain jour à New York pour prendre part à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé une trentaine de minutes d'entretien à Lucie Timeline, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de l'État congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle Sam au cours de cet échange. On s'est entretenu par rapport à la visite du chef de l'État et sa délégation à New York pour l'Assemblée générale. C'était une réunion de plus haut niveau. Donc on a fait le point par rapport aux activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'entrée des États-Unis, d'avoir des échanges fructueux lors de son séjour aux États-Unis. Privilégiant une diplomatie agissante, la République démocratique du Congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères. L'Égypte et les États-Unis en font partie. Le président de la Cour de cassation s'en va en guerre contre l'écoulage des recettes judiciaires. Il a réuni les responsables de sa juridiction à ce sujet. Début depuis ce mercredi 18 septembre dans la grande salle d'audience Marcel Liaou de la Cour de cassation d'une série de réunions de réflexion et de travail initiées par le premier président de cette haute juridiction du pays, le professeur Ndomba Kabea Eli-Léon. L'objectif poursuivi est de diagnostiquer les causes d'écoulage de recettes dans le cours de tribunaux et de formuler des solutions pour maximiser ces recettes. Y ont pris part le premier président de la Cour de le représentant du ministère de portefeuille, la directrice générale de la Caisse d'épargne du Congo, Kadeko en sigle, la représentante de la directrice générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de JERAD, ainsi que quelques membres du personnel administratif de la Cour de cassation. Deux participants qui ont comme point commun la participation active dans le processus de bancarisation de recettes judiciaires. C'est la première fois que le premier président de la Cour de cassation a réussi à réunir les intervenants dans ce qui est la perception des recettes des justiciables au niveau de la RDC. C'est une réunion qui nous a tous enrichis par le fait que l'ACADECO a milité, a été au début de l'initiative de la bancarisation avec la Cour de cassation. Nous voulons plutôt que cette initiative du premier président de la Cour de cassation soutenue par nos excellences, donc différents ministères qui sont nos tutelles. Du choc des idées jaillira sûrement la lumière. Nous avons constaté ensemble qu'il y avait des fraudes à chaque niveau. Au niveau de la constatation, de la liquidation, de l'ordonnancement ainsi que du recouvrement. Dans ces 4 phases de recettes, les recettes n'entrent pas telles que ça devrait être constaté. Fixée le mercredi prochain, la réunion suivante sera élargie à tout le service d'assiette du pouvoir judiciaire. Et de l'autre côté, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, lui a mis en place des stratégies de management agressif pour mobiliser les recettes pour les comptes du Trésor public. Jojo Ndibou. Porter haut, alors plus haut, le Fonds forestier national, voilà à quoi aspire Honoré Mulumba Kalala, directeur général de cet établissement public. Se servant du management des connaissances et agressif, il a réussi à mobiliser les recettes du FFN à hauteur de 95%. Nous avons réussi avec la DGRAD pour demander au ministre de Finances, avec sa décision,
faire descendre une équipe mixte. Il n'y aura plus de minoration, il n'y aura plus de tricherie, le contrôle sera sévère. Partout où le fonds forestier doit demander les taxes de déboisement, la DGRAD doit être là. Et l'avantage avec la DGRAD, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas voulu payer. Il y a ce que nous appelons la taxation d'office qui est faite par la DGRAD. Si nous trouvons qu'il y a des entreprises qui ont déboisé et qui n'ont pas pu payer, eh bien, ils passeront par ce contrôle qui va les amener à payer d'office. Vous savez qu'aujourd'hui, le fonds forestier n'est pas dans 8 provinces. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas laisser justement à la DGRAD d'être la seule. Nous allons avoir des stratégies. Nous avons également la coopération entre le fonds forestier et l'OCC pour contrôler les quantités et les qualités des bois réellement exportés, qu'on appelle les empotages. Du jamais vu dans l'histoire du Fonds forestier national depuis 15 années de son existence, dont 4 années sous son règne. Malgré les coups fourrés, l'homme poursuit inexorablement sa marche pour une destinée manifeste. Il force donc l'admiration de sa tutelle. La ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, s'est entretenue avec les chefs des confessions religieuses. D'autres précisions dans ces reportages signés Edith Chala Katala. Ce sont des leaders d'opinion avec une réelle influence communautaire. Les chefs de confessions religieuses peuvent accompagner l'action de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Conduit par l'évêque Eji Bayamampia, ces princes d'église ont salué les œuvres déjà réalisées par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale sur le terrain, dans les différentes provinces, surtout dans le Nord Kivu, avec l'assistance aux déplacés. Dans un proche avenir, les actions communes sont envisagées pour soulager les personnes en manque, vœu du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un gouvernement, on est là pour réaliser le projet de société du chef de l'État. Et elle est vraiment dans cette ligne droite. C'est pourquoi elle s'est dit qu'ensemble avec les confessions religieuses, nous pouvons faire en sorte que la population dans sa globalité, vous le savez, que dans notre pays, presque 80 à 90% du peuple congolais fréquente les églises et les mosquées. À ce titre-là, elle a demandé vraiment un partenariat et nous avons confirmé qu'effectivement, nous allons travailler dans une synergie. Ce pacte tacite entre la ministre des Affaires sociales et les hommes d'église pourra se formaliser étant donné que les visions convergent. Un réseau de soutien et de mentorat pour les femmes travaillant dans les secteurs de la sécurité a été mis en place, nous dit Nicole Cesseb. Pendant 2 jours, les participants à cette conférence débat ont eu l'opportunité de suivre les interventions inspirantes, de partager les expériences et les opportunités qui se présentent à la femme d'intégrer les services de sécurité. L'implication des autorités gouvernementales et de toutes les parties prenantes a été sollicitée pour la participation des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. À l'issue de ces assises, un lobbying et plaidoirie seront menés auprès des autorités militaires que civiles pour solliciter leur implication pour plus de participation des femmes dans le secteur de la sécurité dans notre pays. Adepaïda Mwangiloa, coordonnatrice du groupe consultatif. Pour Madame Annie Matundu, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, ce ministère s'engage à suivre de près l'évolution de la promotion des femmes au sein des institutions de sécurité et de la défense nationale. Un secteur longtemps à dominante masculine. Dans son intervention, Madame Oudjounobi de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO a invité les femmes à plus d'efforts pour donner les meilleurs d'elles-mêmes. La contribution des élus communaux à ces assises a été saluée par Madame Antoinette Lokombo Mboyo, conseillère communale à Makala. Rendons-nous à présent dans la province du Kwilu où le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukanzu a sensibilisé la population sur le programme du gouvernement. Willy Atunakov.
Maître Didier Mazenga Mukanzu a foulé jeudi 19 septembre 2024 aux environs des 11 heures locales pour la toute première fois depuis sa désignation lors du 3e congrès extraordinaire de Notre-Dame de Fatima à Kinshasa en janvier dernier comme secrétaire général et chef du Palou et sa nomination au mois de juin dernier comme ministre de l'intégration régionale au sein du gouvernement Judith Souminois, où il est le seul représentant du Kwilu, les sols de Kikwit, capitale économique de la province baptisée quartier latin, donc le Kwilu. Sédine, fils du terroir, a eu droit à un accueil très chaleureux de la part d'une foule immense en liesse. Une façon aussi pour lui de communier avec sa base naturelle et celle-ci d'exprimer ses vifs remerciements à travers des calicots, chants d'allégresse et danses traditionnelles au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir renouvelé sa confiance en cet digne fils du grand Bandundu en le nommant pour la 4e fois de suite ministre au sein du gouvernement national. Dans son meeting populaire de près d'une demi-heure devant une foule compacte estimée à plus de 120 000 personnes, Maître Didier Mazenga Mukanzu, affectueusement appelé l'homme de Kisalo Nantwala, Kutu Bananima, a éclairé les habitants du Kwilu sur 3 sujets d'actualité nationale. Il s'agit d'abord de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le gouvernement déploie de nombreux efforts sur le front militaire et diplomatique pour ramener une paix durable face à l'agression rwandaise. Ensuite, il a expliqué clairement l'évolution de la situation politique actuelle dans la province du Kwilu, notamment l'installation dans les tout prochains jours des nouvelles institutions provinciales après l'organisation des élections du bureau de l'Assemblée provinciale, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs qui auront lieu après les législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba et de Yakoma. Il a par ailleurs lancé un appel pathétique aux fils et filles du Kwilu, toutes tendances confondues, à la paix, à l'unité et à la cohésion en vue d'œuvrer ensemble, mais dans la main, pour le développement communautaire du Kwilu, surtout grâce à l'électrification de cette province par la centrale hydroélectrique de Kakobola. Dans la province de la Mongala, la population de ces coins du pays a informé les autorités sur la progression rapide des têtes d'érosion. Eric Kabamba. Les têtes d'érosion s'accélèrent et va d'ici peu rendre inhabitable la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Plusieurs logements sont aujourd'hui menacés et la population perd petit à petit son combat face à ces érosions qui ont déjà englouti des centaines de maisons. L'alerte vient d'être lancée au ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro, par les députés nationaux élus du coin, Marcel Dandoué-Koutou. Une réalité vécue par ces derniers lors de ces dernières vacances parlementaires passées auprès de ses électeurs. La maîtrise de cette érosion demeure parmi le désidérata de la population de Lissala, a fait entendre Marcel Dandoué-Koutou. Nous sommes venus parler d'abord des érosions. Nous savons que les routes, de part et d'autre, le gouvernement fait un effort, mais en ce qui concerne le problème d'érosion, ça fait longtemps qu'on ne tient même pas compte de ça. Et qu'avec le nouveau gouvernement ici, trouver une solution à ce qui concerne les érosions de Lissala. Le ministre était flatté, il a vu la volonté de tout le monde, même le ministre a la volonté que cette situation soit résolue. Il m'a confirmé qu'il fera un effort de poser cette situation au niveau du gouvernement et donner les réponses plus tôt possible. Alexis Guizaro, tout attentionné au credo de son hôte, a promis de soumettre le dossier au gouvernement pour des solutions rapides. Des têtes d'érosion menacent également les quartiers Lupundu dans la province du Lualaba. Ses habitants ont lancé un cri de détresse auprès des autorités. Après avoir écouté d'une oreille attentive les doléances des habitants, Moïse Moukepe et Betty Kiando Katoke ont fait la ronde d'érosion, notamment à Kibouiza, Pesser, Boutembo, Monsillon ainsi que chez mes publics. Partout où ils sont passés, l'urgence de démarrer avec le travaux s'impose pour sauver des vies humaines. Ainsi ont décidé les émissaires de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini. C'est depuis 2019, nous déplorons... Nous n'avons pas voulu commencer par une marche d'abord. Nous avons écrit officiellement et voilà que vous êtes venus. Merci à la chef des secteurs, merci également à vous, monsieur le ministre provincial, d'être venu voir par vous-même comment est-ce que la population est en danger. Longtemps vécu avec la peur au ventre, les habitants de la cellule Lupundu se disent retrouver une lueur d'espoir.
D'où ces mots de remerciement à Betty Kiando Katoke, chef de secteur Luilou, qui a décidé de mettre les moyens conséquents pour le démarrage des travaux anti-érosifs. Nous ne sommes pas venus faire des discours politiques ici. Nous sommes venus parce qu'il y a une urgence qui s'impose. Nous allons démarrer les travaux d'ici peu. Question de garantir à notre population la paix. D'ici peu, les agents seront déployés sur le terrain pour amorcer avec le travaux, ont rassuré Moïse Moukepe et Betty Kiando Katoke à la population de la cellule Lupundu. Travaux de réhabilitation de routes ont été lancés dans la province de l'Ituri. Les détails à travers ces commentaires de Peggy Mukunda. Les PDDRC lancent des grands travaux en Ituri, un pas vers la paix. Une nouvelle ère s'ouvre en Ituri. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS ont initié dernièrement d'ambitieux travaux de réhabilitation routière à Diango avec le soutien de l'Organisation internationale des migrations. C'est un projet OIM. C'est les débuts de travaux avec l'appui de l'Organisation internationale de migration pour vous, le bénéficiaire du programme. Ces travaux dits à haute intensité de main-d'œuvre TIMO permettront de remettre en état de route des dessertes agricoles reliant les localités des Kabarolé et Diango au grand soulagement des 160 ex-combattants hébergés sur place. Après 50 jours de travaux, ils pourront retourner dans leur communauté où des projets de réintégration les attendent. Entendu depuis longtemps, devenu réalité. La vision du chef de l'État pour le retour de la paix et la stabilisation dans l'Est de la RDC. Lelo asali nini asali to banda ko ka ke PDRC esala kate lelo esali nini esali to sana ba partenaire na biso OIM Starest na ba mususu o ba ko salisa biso na ndenge lelo to bandi boye lobby toko bakisa et puis toko leka na ba côté mususu. Parallèlement, à Tchéré, toujours en Ituri, d'autres ex-combattants s'unissent à leur communauté pour construire un marché moderne. Ces réalisations concrétisent la vision du président Félix Tshisekedi et témoignent de l'engagement du coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku Boaboa, soutenu par le gouverneur Johnny Luboya Nkashama. Quelques députés provinciaux du Haut-Ouélé se sont rencontrés à Isiro pour évoquer les questions liées au développement de leur province. C'est une forte délégation des élus provinciaux de la Tchopo voisine, venue de Kisangani accompagnée de ses experts, que reçoit le gouverneur du Haut-Ouélé à Isiro, Jean Bakomito Gambou, dans la salle Kibali de son cabinet ce jeudi 19 septembre 2024. On devait se rendre ici voir notre province autour des problématiques. Entre autres, il y a les problèmes de limites qui posent entre la province de la Tchop et la province de Haut-Ouélé. Comme province, le président Jebo convient d'abord d'identifier des problèmes, c'est que nous sommes tenus à vivre ensemble. En même temps, on devait aussi profiter, comme notre frère, lui présenter les civilités, tout à lui dire la félicitation par rapport à ce qui a été son élection. Au nom de son président, honorable Mathéus Kanga, le chef de cette délégation, honorable Jupson Dieze Zonga, salue l'intérêt porté par le gouverneur Jean Bakomito Gambou à leur mission et surtout sa manifeste volonté de s'impliquer afin de mettre définitivement un terme à ce conflit qui ne profite à aucune des deux provinces. Tchopo et Haut-Ouélé, nous sommes des frères et des sœurs. C'est qu'il promet déjà son accompagnement en attendant que les deux exécutifs se mettent d'accord. Nous aussi au niveau législatif, que ce soit l'Assemblée provinciale de la Tchopo et de l'autre de Haut-Ouélé. Dès demain déjà nous allons descendre au terrain pour identifier des problèmes pour qu'en fait les deux gouvernements se mettent ensemble pour qu'on résolve ces problèmes dans la tranquillité. C'est parce que nous sommes des unis ensemble dans la paix. Oui, nous rassurons que ça va aller très bien. Le gouvernement vient même de mettre le moyen. Signalons que les députés provinciaux de la Tchopo sont conduits auprès du chef de l'exécutif provincial par leurs homologues, honorable Joseph Tinda et Floribert Siouka, respectivement vice-président et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Merci.
C'était là les élus provinciaux de la Chopo et non du Haut-Ouélé, comme je l'ai dit tantôt. La 8e édition de l'Expo Béton a vécu dans la province du Congo central. L'Institut national des préparations professionnelles, INPP, a pris une part active à ses assises, nous dit Jojo Ndibou. La 8e édition d'Expo Béton s'est clôturée jeudi 19 septembre au port de l'Onatra Matadi après 2 jours d'exposition et des discussions sur la construction, l'habitat, les infrastructures, l'énergie, le commerce et le transport multimodal. Sous le thème Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. L'événement a attiré de nombreux visiteurs et professionnels du secteur, dont l'Institut national de préparation professionnelle INPP, qui était parmi les panélistes. Le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, représenté par le directeur provincial de l'INPP Matadi, Zéphirin Nzoko, a présenté quelques défis et stratégies pour la création de la classe moyenne en RDC, en mettant l'accent sur l'approche de la formation professionnelle axée sur l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion des emplois verts à cette époque de la transition écologique et énergétique. Étant outil du gouvernement, nous ne pouvons participer à la création de la classe moyenne, c'est seulement en renforçant la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire, lorsque nous avons une œuvre locale, nous aurons des gens qui peuvent travailler dans des entreprises qui vont se créer au lieu de recourir à la main-d'œuvre. Par ailleurs, le stand de l'INPP a connu la visite de Madame la Première ministre ainsi que plusieurs officiels qui ont accompagné la Première ministre à cette occasion. Une copie de l'offre de la formation de l'INPP Matadi était remise symboliquement à Madame la Première ministre. Il s'est tenu à Kalemi, province du Tanganyika, un atelier des plaidoyers pour le renforcement de la vaccination des routines. Eugénie Chabani nous en dit un peu plus. Un protocole d'accord entre le gouvernement provincial et les partenaires techniques et financiers en vue du renforcement de la vaccination des routines. Cette retraite réunit la partie gouvernementale constituée en dehors de la direction nationale du programme élargi de vaccination des délégations de 3 provinces pilotes où cette approche est mise en œuvre depuis 2019 dont le Lualaba, le Olomami et le Tanganyika. Dans la salle, on a également noté la présence des partenaires techniques et financiers au nombre desquels BMGF, PAT, UNICEF, Village Rich, Gavi, USAID et consorts. Les provinces du Haut-Katanga, Kasaï oriental et Chopo en passe d'intégrer cette approche. Ils sont également représentés. Je voudrais avant toute chose... Ouverte officiellement par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Kabwe Mweu Isdor, représentant son titulaire en mission, ces assises sont organisées pour 3 jours. Partageant l'expérience de sa province en rapport avec cette approche, le gouverneur du Haut-Lomami, Banza Mouloumé Marmont, souligne la nécessité pour son gouvernement de s'approprier les activités vaccinales au travers de leur financement grâce aux moyens mobilisés en province. Ces assises, Amin El Mouride, chargé des programmes pour la vaccination RDC au sein de la Fondation Gates, s'est dit satisfait des résultats sur lesquels a débouché cette approche dans sa phase pilote. La couverture vaccinale est au-dessus de la moyenne nationale, alors que quand on a commencé, la couverture de ces 2 provinces était plus basse que la moyenne. Conscient des efforts que déploie la province du Tanganyika dans l'amélioration de la couverture vaccinale, Dr Cyril Kimpouawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, promet de veiller à ce que la partie du crédit des financements des activités vaccinales par le gouvernement provincial soit réinscrite dans le budget de l'année 2025. Tous les cadres des bases dans la province du Haut-Katanga bénéficient de soins de santé gratuits. Et Dichala Katala pour plus de précisions. Les soins de santé gratuits pour les chefs des quartiers, leurs adjoints et leurs épouses de tout le Haut-Katanga, l'approche est véritablement sociale. Les bénéficiaires n'en reviennent pas. Des examens et une prise en charge sans tracas des coûts qui vont avec. L'honorable Jean de Dieu Moulenda Yebondo, actuel ministre provincial du Haut-Katanga en charge du budget et de l'économie, a préféré pour cette 2e mandature offrir cette gratuité en droite ligne de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur la couverture santé universelle. Quelques chefs des quartiers tombés malades saluent cette volonté affichée. Je suis arrivé au mois très bien reçu, puisque aujourd'hui c'était la consultation des enfants. Il y a beaucoup de mamans, mais ils m'ont reçu rapidement. Nous sommes enregistrés ici, donc chacun de nous, donc d'autres chefs de quartier dans leur commune
nous de la Ouachi, ici. Voilà la carte. Les soins gratuits sont effectifs dans tous les centres de l'ONG Salama. Ils bénéficient de ces soins gratuits selon l'ordre de l'excellence Jean de Dieu Moulinda Yebondo. Jean de Dieu Moulinda Yebondo est très attaché à ses électeurs, mais surtout, il a un faible pour l'assistance aux personnes vulnérables. La population lui est très reconnaissante. La police nationale Nord-Ubangi vient d'être dotée des matériels pour la protection des civils. C'est au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord-Ubangi que le gouverneur de province Mobutu Ndimba Malo a procédé à la remise à titre symbolique des matériels et équipements anti-émeutes au commissaire divisionnaire adjoint Tadenzala Ebola, commissaire provincial de la PNC Nord-Ubangi. C'était en présence de quelques cadres provinciaux parmi lesquels l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, le maire de la ville de Badolité, les membres du comité provincial de sécurité, le président du cadre de concertation de la société civile, pour ne citer que cela. À en croire le commissaire divisionnaire adjoint Tadé Nzala Ebola, ces matériels permettront au groupe mobile d'intervention et à l'escadron mobile des commissariats urbains et territoriaux de mieux maîtriser la foule en cas d'hostilité au cours d'une manifestation ou d'un rassemblement. Parmi ces matériels et équipements anti-émeutes, nous pouvons citer le grenade, casque, masque à gaz avec filtre, les menottes métalliques, les bâtons électriques, les écussons et autres. Le commissaire provincial de la PNC Nord-Ubangi. Le maintien de l'ordre est réalisé par une force spécialisée et permanente, particulièrement formée et entraînée à l'usage minimum de la force nécessaire du droit. L'emploi des forces obéit au postulat du respect premier des droits fondamentaux de la personne. L'assistance a eu droit à des exercices de simulation pendant le maintien et le rétablissement de l'ordre public avec le différent scénario allant d'une foule non hostile à celle dont sa dispersion devient plus qu'une nécessité. Cérémonie couplée de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024 à Chikapa, province du Kasaï. Sont lancés sur le marché d'emploi à l'ISTEM Chikapa les infirmiers, les assistants en pharmacie, les nutritionnistes, les techniciens des laboratoires, les gestionnaires des organisations de santé, le sage-femme et consorts. L'ISTEM Chikapa a ouvert les portes avec un effectif de 1667 étudiants, parmi lesquels 1284 de sexe masculin et 503 de sexe féminin. Prenant la parole, le professeur Bosco Grégoire Chitenge Chamouyaya donne un bilan positif réalisé par les comités de gestion et présente quelques difficultés. Nous avons trouvé 10 auditoires et aujourd'hui nous avons 22 auditoires par notre effort. Aujourd'hui nous avons un grand bâtiment de Sakifa qui égorge plus de 22 lieux. L'impaiement des frais académiques, il n'y a que 30-35% des étudiants qui payent et ça nous fait tarder pour ne pas accomplir nos projets. Deuxième difficulté, c'est l'inaccessibilité pour atteindre le site de l'ISTEM Chikapa. De son côté, Maître Crispin Mukendi Boukassa, gouverneur de province, qui a personnellement présidé cette cérémonie officielle, a promis un accompagnement sans faille à cette institution. Mention spéciale au directeur général de l'ISTEM Chikapa. Je ne veux avec une attention particulière les difficultés auxquelles vous êtes exposés. Maître Crispin Mukendi a à l'occasion inauguré le bâtiment administratif de l'ISTEM Chikapa et visité quelques réalisations et les chantiers entreprises par les comités de gestion de l'ISTEM Chikapa. Le premier lot des laboratoires de l'université officielle de Mbujimaï, province du Kasaï oriental, a été présenté au grand bonheur des bénéficiaires. Le recteur de l'université officielle de Mbujimaï, Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, a dans une brève cérémonie devant la presse ce lundi 16 septembre 2024 présenté les différents laboratoires acquis sur fonds propres. Cette acquisition comprend du matériel pimpant neuf pour le studio photo audiovisuel destiné aux apprenants en sciences de l'information et communication, une quarantaine de machines pour renforcer le département informatique de l'UEM qui comptait déjà plus d'une centaine de machines acquises en janvier 2020
2022. Le département de géologie a bénéficié d'un laboratoire qui, d'après le recteur, s'appuyant sur les affirmations de spécialistes du domaine, est l'un des meilleurs au pays. Par la même occasion, Chibaka Chikongo a souligné qu'avec l'appui des partenaires du Congo et d'ailleurs, l'université officielle de Mbuji-Mayi a acheté un laboratoire de pharmacie dont l'arrivée en Mbuji-Mayi aura lieu d'ici novembre 2024. Dans la même veine, le comité de gestion de l'UOM tient à poursuivre cet effort d'équipement en renforçant les laboratoires acquis et en acquérant de nouveaux. Une maison qui va permettre à nos professeurs, à nos chercheurs, à nos étudiants d'acquérir sur place ou de faire commander des livres pour leur bibliothèque privée. L'abbé Chibaka lance un appel à la responsabilité. Autant je suis heureux pour ces acquisitions et ce projet, autant je suis préoccupé par notre capacité de les gérer, dit-il. Et à Kinshasa, les journées d'exposition d'œuvres et d'évolution technologique ont été lancées à l'Istandolo à Kinshasa, sans papier de Jean-Pierre Chibangu rendu par David Moubenga. L'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA en sigle, est en train de se mettre au diapason de l'évolution de la technologie de pointe, en vue d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société. Pour preuve, cette institution d'enseignement supérieur vient d'organiser les journées d'exposition d'œuvres d'innovation technologique dont le lancement a été fait ce jeudi 19 septembre 2024 par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en présence de celui du ministre de la Recherche scientifique et innovation et des membres du comité de gestion de l'ISTA Kinshasa. Pendant 2 jours, les étudiants et même les élèves de l'école d'application de l'ISTA vont exposer des œuvres fruits de leur génie créateur. Il s'agit notamment des robots roulage, prototypes d'autorisation de réponse, plus système de détection du niveau d'eau à capteur ultrasons, interconnexion de 2 sites par des antennes unidirectionnelles, installation d'un réseau téléphonique privé, numérique et analogique, appareils de retentissement programmés, fabrication du carburant à base de déchets plastiques, machines à presse jus, malaxeurs à pâte, presse d'huile, station météorologique, moteurs à air chaud produisant de l'énergie mécanique et bien d'autres. Le directeur général de l'ISTA, le professeur Anaclé Kaouli Bititi, a à cette occasion exprimé sa détermination quant à la conduite avec brio et selon les normes de toutes les innovations technologiques dans le domaine scientifique. Des bâtiments ont été réhabilités, d'autres construits. Ajouté à cela, un appui au service d'état civil et de la population, et ce, grâce au programme de coopération internationale communale. Cédric Enina. Il s'agit du programme de coopération internationale communale CIC RDC 2022-2026, qui est au cœur d'une évaluation. Ces programmes axés essentiellement sur l'appui aux services d'état civil et population dans des municipalités lient plusieurs communes de par le monde, et celle d'Engaliema à Kinshasa en fait partie. Les cas d'espèce, la municipalité d'Engaliema et la ville d'Herve en Belgique, avec qui les partenariats scellés datent de 2006, comme l'atteste ici les bourgmestres d'Engaliema, Dieu merci Maïba Zilwanga, qui parle d'une belle expérience pour son entité administrative. C'est grâce à cette coopération qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de progrès en termes des infrastructures, notamment bâtiments publics, mais aussi en termes de formation de qualité, dans l'encadrement aussi, recyclage de nos responsables des services de l'état civil et de la population, mais aussi une certaine échange d'expérience, mais aussi des transferts de connaissances de part et d'autre. La coopération nous a apporté beaucoup de choses et nous sommes en train de réfléchir sur ça. Et le plus grand défi aussi, c'est la pérennisation. Vous savez que le projet, à un certain moment, ça va s'arrêter. Maintenant, là, le grand défi, c'est de pérenniser tout ce que nous avons acquis. Ces programmes CIC, portés par la coopération belge et coordonnés par l'Association des villes et des communes. Dans les titres Paix, Justice et Travail, triptyque qui compose la devise de la RDC et son auteur Hassan Oualo Somba n'est plus mais laisse derrière lui un symbole d'unité qui
qui rassemble David Moubenga y reviendra dans nos prochaines éditions d'information avec plus de précisions. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé.